Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Dans cet épisode, je rencontre Nourdine Biman, qui est né dans les montagnes de l'Atlas, au sud de Marrakech. Il est arrivé en France à l'âge de 4 ans avec son père, ouvrier chez Renault. Au moment de l'enregistrement de ce podcast, il était encore directeur d'Atos. Depuis, il a décidé de quitter ses fonctions après 24 ans dans ce groupe où il a gravi tous les échelons. Donc bonjour Nourdine Biman, alors vous êtes dans votre bureau, un très beau bureau avec des baies vitrées qui donnent sur la Seine. On est au siège du groupe Atos. Et votre bureau est au 7e étage, parce que vous êtes tout en haut de l'organigramme de ce grand groupe international. Nourdine, je vous propose d'entrer ensemble dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir de l'ascenseur, qui voyez-vous aujourd'hui ? Alors moi, je suis Nourdine Biman, j'ai 46 ans. Je suis aujourd'hui directeur général adjoint dans le groupe Atos, un groupe de services numériques avec plus de 100 000 personnes à travers le monde, sur 70 pays, et je suis en charge d'une activité historique et traditionnelle chez Atos qui s'appelle Tech Foundation, qui sont toutes les activités d'infogérance. Voilà, je suis aussi marié et papa de 3 enfants, et peut-être juste pour terminer, je suis aussi président de l'association Les Entretiens de l'Excellence, qui est une association qui œuvre à informer et guider nos jeunes lycéens sur toutes les options de carrière qu'ils peuvent avoir demain, adressant spécialement des populations issues de la diversité, pas uniquement sociale, mais aussi géographique, parce qu'on a vu un clivage entre les villes et les campagnes, et donc on veut informer le maximum d'élèves sur les potentialités pour leur parcours professionnel. C'est quoi votre point de départ dans la vie, votre rez-de-chaussée, si on continue avec cette métaphore de l'ascenseur ? Je suis né dans les montagnes de l'Atlas, au sud de Marrakech, au Maroc. Et donc mon point zéro, ça a été ça. Je suis né tout en haut de ces montagnes, dans un petit village, du côté d'Amizmiz. Et très rapidement, on est descendu dans la ville de Marrakech. Ma mère était de la ville de Marrakech. J'ai fait mes premières années jusqu'à 4 ans à Marrakech, notamment dans la Médina, pas très loin de la plage Hamafna. Et on est arrivé en France à l'âge de 4 ans. Mon père faisait partie des vagues d'immigration à l'époque, notamment de l'immigration autour de l'industrie automobile. Il est arrivé avec Renault. Et on a atterri du côté de la banlieue lyonnaise. Il travaillait à la fonderie de Saint-Priest-Vénissieux. Voilà. Il était ouvrier ? Oui, il était ouvrier. Il était ouvrier quand il est arrivé. Après, il a passé toute sa vie, pratiquement 42 ans, à travailler avec Renault. Chez Renault. Et chez Renault, qui a revendu la fonderie à d'autres, mais il est resté dans la même fonderie toute sa vie, et il a terminé comme chef adjoint de la fonderie. Donc, il a lui-même a utilisé cet ascenseur en venant de cette vague-là. Voilà. Donc il y avait une ambition dans la famille un peu.
il y avait une culture du travail et il y avait il y avait une culture d'intégration aussi et d'évolution peut-être plus que de l'ambition, mais c'est plus de l'évolution. Et votre maman? Alors ma mère était couturière au Maroc et quand elle est arrivée en France, pareil, elle ne maîtrisait pas la langue, donc elle a fait des petits métiers, donc du ménage, travailler à la cantine, des choses de ce type-là. Donc c'était beaucoup de l'intérim. Et elle avait d'autres enfants? Vous avez des frères et sœurs? Oui. Vous êtes combien? 3 frères. J'ai 3 frères et j'ai une sœur. Est-ce que vous avez un souvenir de la vie au Maroc à l'âge de 4 ans, avant l'âge de 4 ans, ou pas vraiment? Si. Ah oui? Non, j'en ai. Mais ma mère m'a eu assez jeune. Elle avait 16 ans et demi. Et donc quand on a redescendu des montagnes vers la ville, vers Marrakech, elle voulait encore vivre sa vie. Donc c'est ma grand-mère qui m'a élevé ces premières années. Donc je me rappelle, j'ai des souvenirs assez précis de cette période-là. Assez doux d'ailleurs, de cette période-là. Ensuite, il y a eu quand même un traumatisme avec l'arrivée en France. Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Je parlais pas français. Je suis arrivé en dernière année de maternelle. On atterrit à Saint-Chamond à l'époque. Et les souvenirs que j'ai, souvent j'en rigole, c'est des souvenirs un peu de films sourds et muets. J'ai pas du tout d'audio, j'ai pas du tout de langage. C'est comme si j'ai que des images, mais pas. Donc c'était intéressant l'arrivée et la compréhension de la langue française. Ma mère qui elle aussi ne parlait pas. Et on se retrouve un matin, Nordine, lève-toi, il faut y aller, on est en retard à l'école, on court, on se dépêche. Donc on allait à l'école à pied, et on se pointe devant l'école est fermée, personne, qu'est-ce qui se passe? Et ma mère qui ne savait pas et qui ne lisait pas, n'avait pas compris qu'on était dimanche. Et on s'est retrouvés à attendre devant l'école un dimanche, par exemple. Going down. Vous viviez où? On vivait dans une petite cité à l'époque, donc à Saint-Chamond. Après, on s'est déporté sur la région lyonnaise, pareil, notamment à Vénissieux. Et on vivait dans des petites cités. Alors là, tout d'un coup, on n'était plus tout seul parce que cette vague d'immigration qui est venue avec mon père, c'était souvent le même village. Donc quand les vagues d'immigration venaient, souvent ils venaient et ils prenaient tout un groupe d'un même village dans les montagnes. Donc au fur et à mesure, ce groupe-là venait et s'implantait et l'implantation de ce groupe du même village, qui était celui de mon père, s'est fait au fur et à mesure. Et donc on a recréé un réseau au fur et à mesure qui vivait aux mêmes endroits. Et dès qu'il y en a un qui déménageait, c'était un peu tout le monde redéménageait au même endroit. Donc on a vécu un moment, les banlieues lyonnaises ont essayé, notamment les Minguettes, ils avaient commencé à les délocaliser. Donc on passait de ces cités un peu verticales aux cités horizontales. Et on s'est tous retrouvés propulsés dans la zone. Il y avait une ville nouvelle qui s'appelait l'île d'Abo, juste à côté de Bourgoin-Jallieu, donc dans l'Isère, et on s'est tous retrouvés là-bas, alors dans des cités horizontales, où tout le monde avait des petites maisons ou des petits appartements, et on a tous continué à grandir dans cette zone-là. Donc j'ai fait ma primaire, j'ai terminé ma primaire, j'ai fait mon collège et mon lycée dans cette zone-là jusqu'en première. Bienvenue dans l'ascenseur. Et vous étiez bon élève? Au collège, la curiosité intellectuelle m'a envahi. J'avais envie d'apprendre de tout. Donc je travaillais tout seul. J'étais heureux. Je passais mes après-midi dans les bibliothèques, dans les médiathèques à l'époque. Assez tôt, j'ai reconnu que l'école était le palier qui allait m'aider à réaliser mes rêves. Alors que côté la génération de mes frères et sœurs, c'était plus l'entrepreneuriat. Alors, grande curiosité d'apprendre, cependant, alors juste pour faire le lien aussi avec les entretiens de l'expérience, je me rappelle quand même d'un moment assez particulier où en 5e, j'ai le fameux rendez-vous avec la conseillère d'orientation. On a tous ces rendez-vous avec les conseillères d'orientation et on a à peu près tous vécu la même histoire où cette fantastique conseillère d'orientation, d'ailleurs j'ai aucune critique à son égard, me demande si je serais pas intéressé plutôt par un CAP chaudronnerie qu'à l'époque dans la région Rhône-Alpes on manquait beaucoup et donc elle m'incitait, elle me disait mais écoute Nordine, dès la 4e tu peux commencer à travailler là-dedans et puis à tes 18 ans tu auras un salaire, tu seras très bien et tu seras apprenti et il y a quelque chose au fond de moi qui disait oui et non madame, finalement
non, je vais rester à l'école, j'y crois, alors que mes parents auraient été ravis que je me professionnalise le plus tôt possible. Moi, la moitié de mes amis ont été l'école au collège, à l'époque, hein, et on n'était plus qu'une, peut-être moins d'une poignée arrivés au bac. Alors c'était assez déroutant parce que toute la bande de potes, oui. quand toi t'étais à l'école et tu sortais, bah, eux ils avaient de l'argent, ils avaient leur voiture, ils avaient les moyens, ils pouvaient partir en vacances. Et toi t'étais étudiant, ta bourse tu l'avais pas parce que c'était ton père qui la gardait et tu n'avais pas grand chose, donc il fallait commencer à se débrouiller très rapidement. Première chose que j'ai fait, alors j'étais doué en sciences et vraiment ça a démarré comme ça. Je commençais à faire les exos de maths de mes amis et on troquait. Alors, ils me troquaient des paires de baskets de marque, vu qu'on n'avait pas les moyens. Ils me troquaient des vêtements de marque. Donc c'était ça. Et je me rappelle le paroxysme de mon troc était aider un copain à avoir son brevet et sa mère en échange me payerait une mobilette. Le déclic qui vous fait commencer à gravir les étages, en fait, c'est de tenir tête à cette conseillère d'orientation, parce que clairement, vous aviez d'autres rêves que de devenir chaudronnier. J'avais pas un rêve en me disant que j'allais nécessairement faire mieux. J'avais surtout le rêve d'essayer de trouver un endroit où je pouvais m'épanouir. Donc de partir. Et de partir. Et l'instabilité à la maison, c'était quelque chose que j'avais déjà décidé de m'éloigner. J'ai 16 ans et je suis en face de ce dilemme de mon père qui me dit arrête les études, va travailler. Une première année qui s'était mal passée, première S, qui s'était mal passée à tel point que je crois que j'ai encore le bulletin où j'ai mon professeur principal qui me dit mais redoubler à quoi bon? Et une tante de l'autre côté, alors c'était assez marrant parce que j'étais parti en vacances chez eux, en vacances de la Toussaint, à Paris. Ils vivaient à Saint-Maur, à La Varenne-Saint-Hilaire, donc bourgeois. Quartier UP, les deux cousins que j'avais, un qui était, vous allez voir le côté international de la famille, un cousin moitié marocain, moitié japonais, et mon autre cousin moitié français, moitié marocain. Ma tante était rédactrice en chef d'un journal du groupe Mornay, c'était un groupe de retraite à l'époque, donc un certain niveau d'éducation. Cette famille-là avait un certain niveau d'éducation, et donc ils me recueillent. Je viens avec eux en vacances. Bon, ça y est, c'est décidé. Je leur dis, je vais arrêter les études, ça suffit. Je vais travailler. Et donc ils essaient de me retenir. Ils n'arrivent pas à me convaincre. Et la veille de mon départ, je vais à la piscine de Saint-Maur avec le petit voisin avec qui j'avais sympathisé à l'époque. Et je fais le fanjo et je décide de sauter, de faire du plongeon. Et je fais un plongeon. Et le gag, donc là, Nordine un peu Pierre Richard, le gag, je plonge en fait dans une piscine de moins d'1 mètre d'eau. Je m'éclate le crâne sur le sol de la piscine. Ah oui. Les pompiers qui arrivent et je me retrouve aux urgences, ma tante qui débarque en courant. Et je passe 24 heures d'observation aux urgences. Et là, pendant cette nuit-là, gros travail de fond pour finalement me faire changer d'avis et me donner confiance ou rééclairer ce Nordine en 5e qui avait eu le courage de dire non à la CPE et me dire Nordine, il y a une possibilité. Et là, je rentre de l'hôpital, donc on avait redéplacé mon train et mon cousin Selim me dit bon écoute Nordine, si tu acceptes, j'accepte de partager ma chambre avec toi. C'est génial. Donc viens. Bon voilà, et donc là je me sens ressourcé, rechargé, je rentre à Lyon. Je imaginais le drame, votre enfant qui rentre et qui vous dit je pars. Je pars. Donc ma mère, les pleurs, les cris, mon oncle qui s'était séparé de cette tante-là en même temps, la même année, commençait à faire de la pression sur la famille en leur disant si Nordine va vivre avec eux, je vous radie de la famille, vous faites plus partie de ma famille. Donc ma mère, qui exagère encore plus le truc. Et là, un moment de courage de mon père, prend le téléphone, envoie balader mon oncle en disant écoute, mon fils fera ce qu'il veut. Il raccroche, il dit Nordine, qu'est-ce que tu veux faire? À 16 ans. Et là, je regarde toute cette situation-là et je dis écoute, je veux partir, c'est la seule manière, c'est soit je pars et j'arrive à me sauver et je pourrais vous aider, soit je reste et puis je coulerai avec vous.
Donc là, vous rentrez au lycée dans le Val-de-Marne, près de chez votre tante. Vous trouvez ça difficile? En province, on était beaucoup plus souriant, beaucoup plus fun que l'ambiance que les Parisiens. Ouais. Donc très vite, je suis devenu un peu la mascotte de la classe. Et c'est devenu assez fun. Et puis au lycée, on se réinvente des personnages. Donc là, j'ai pu réexister. Là, j'ai pu reconnecter même avec les filles. J'ai pu recréer une histoire. Non, ça a été... Et pareil, par contre, l'école, je travaillais. Je passe mon bac, je l'ai même avec mention. C'est bien. Donc le bac S? Bac S. Avec option physique-chimie, donc comme quoi, hein, tout n'est pas perdu. Bah oui. Et derrière, je pars en DugMIAS. C'est quoi ça? C'était maths et informatique appliquée aux sciences à l'époque. Je fais une première année, mais excellente, avec pratiquement 18 de moyenne. J'ai un ami que j'avais connu en DugMIAS à l'époque, et cet ami avait terminé, et je crois que son salaire à l'époque, c'était encore en francs, était de l'ordre de 16 000 francs. Mon père, qui avait travaillé toute sa vie à Renault, était à peine à 10 000 francs. Et donc là, je dis bon, écoute Nordine, faut peut-être que tu reviennes à l'étape d'avant, hein. Peut-être qu'il te faut un job, et tu t'épanouis en dehors du job. Donc cherche-toi un job alimentaire. Et l'informatique, ça paye pas mal en fait à l'époque. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri au DOT, en disant bon, je vais aller faire comme lui, j'aurai mon salaire qui paye 2 fois mon père, c'est pas mal. Et on peut table rase sur toutes tes envies et tu peux faire ça. Et là, j'ai une rencontre avec l'informatique, avec le développement, avec tout cet univers de création. Oui, qui était en plus en pleine... En plein boom, c'était juste avant les années 2000, c'était juste avant le boom de 2000. Diplômé de ça, je fais une année dans la société qui m'avait gardé en apprentissage, qui s'appelait Sésame. Après, au bout d'un an, j'ai voulu faire autre chose. Et là, j'ai commencé à sonder le marché. Je voulais faire une grosse boîte et j'avais 2 grosses offres qui étaient arrivées. J'avais Atos, qui bouillonnait à l'époque. Il venait juste d'annoncer le rachat d'une société hollandaise qui s'appelait Origine, qui était la filière informatique de Philips. De là est né Atos Origine. Et là, il me proposait un poste d'ingé, architecte, avant-vente, un truc pas très bien défini. Et tu nous rejoins et puis on verra sur le tas comment tu peux évoluer et ce que tu vas faire. Et je crois que mon histoire très chaotique m'a tiré de l'autre côté, mais c'est surtout, et là je l'utilise souvent en blague avec les jeunes, notamment aux entretiens d'excellence, c'est surtout que j'avais imaginé les 2 cartes de visite. Et la carte de visite Atos où c'était écrit architecte, je voyais ma mère se balader dans les marchés de Lyon en disant « Mon fils, il est architecte », comme un argument de taille. Et c'est comme ça qu'on a atterri du côté d'Atos à l'époque. Bienvenue dans l'ascenseur. Donc sur votre carte de visite, il y a marqué architecte... De système d'information, ouais. De système d'information. Donc là, vos parents, ils réagissent comment? Super positivement, bien entendu. Super positivement, notre fils se travaille. Je me rappelle avoir accompagné ma mère faire ses courses dans le marché à tenir les sacs. Généralement, on est victimisé comme ça, dans la culture maghrébine. Vous êtes derrière la maman et vous tenez les sacs de courses. Et elle s'arrête à chaque étape, parle avec toutes les dames, comment ça va, hein. Bon, bref. Donc, non, très positivement. Mon père, impressionné, bien entendu. Mon père a toujours voulu qu'on soit le plus rapidement possible indépendant. Il n'y avait pas de nécessité d'argent qui vient de l'aîné pour mon père. Non, je me rappelle avoir dépensé une bonne partie de ma première paye entre meubler mon premier appartement et aider ma mère en électroménager, des choses de ce type-là. Donc non, ils étaient très fiers à l'époque. Mais ils ont perdu, je pense que toutes mes premières années chez Atos, après il y avait plus de suivi. Bon, c'était mon fils travail. Voilà. Chez Atos, comment vous faites pour accéder aux étages supérieurs jusqu'à devenir directeur général adjoint? La première chose, on reste dans la société. Donc on reste dans la société et on se réinvente. Je suis assez proche de la culture espagnole, mais il y a une expression un peu familière, mais qui dit que je suis un culo intranquilo. En gros, que tu n'es jamais satisfait de ce que tu as, pour faire simple. Et donc c'est un peu ça qui m'a permis d'évoluer chez Atos. C'était de remettre en question et de ne jamais accepter une position de confort. Cette soif du challenge, alors initialement autour de moi, et quand je le trouvais plus autour de moi, j'allais le chercher ailleurs.
Dans cette ascension, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes senti bloqué entre 2 étages? Mes 5 premières années, donc je suis resté dans la structure française d'Atos. Au début, je démarrais chez le client, chez un des gros clients EDF. Et donc, je faisais tout un déploiement sur toute la région parisienne. Et puis, dans le contexte EDF, j'étais identifié comme un des talents. Et puis, à un moment, le projet chez EDF se calme, se termine, et je reviens en interne. Donc, je reviens chez Atos, et je me rends compte que je suis inconnu du bataillon. Et en fait, c'est un peu ça le problème des sociétés numériques initialement, c'est que vous vous mettez en prestation, en régie chez des clients, et vous pouviez être le cadre chez le client. En interne, vous étiez qu'une personne qui était facturée au client. Going down. Donc ça, c'était un peu traumatisant. Et à ce moment-là, très vite, je me suis dit, bon, Nordine, plus jamais ça. Tu fais des missions clients, mais à chaque fois, tu as une mission interne, pour garder la visibilité interne et pour voir ce qui se passe en interne. Donc j'ai commencé à orienter ma trajectoire un peu comme ça. Vous êtes pris en pleine tête ce qu'on appelle la question du réseau, la question du marketing de soi, les codes en fait de la réussite, mais qui sont pas corporate. Et j'avais pas eu de coach, parce qu'à l'époque la personne responsable du compte EDF était très contente de m'avoir très loin et pas visible en interne, de peur de perdre son talent, de perdre son talent. Et donc je suis revenu. Et là, je démarrais un autre contrat, notamment Canal+. Je travaillais pour Canal+ pendant quelques années. Et là, je m'assurais de garder la visibilité interne à chaque fois. Donc, je rentrais bien au siège, je me rendais visible, je comprenais ce qui se passait, je partageais aussi ce que je faisais. Et donc là, j'ai compris plutôt le vocabulaire de ces grosses corporations, de comment allier justement délivrer des missions pour les clients, parce que finalement, c'est notre raison d'être, mais à la fois naviguer toute la politique interne et développer son réseau. Bienvenue dans l'ascenseur. Nordine, dans ses arrêts entre 2 étages, est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait du racisme? La chance que j'ai eue, peut-être par rapport à d'autres professions, c'est que, vu que l'informatique est une profession technique, il y a plus d'objectivité sur la performance que de subjectivité. Et donc, du coup, en étant originaire de la diversité, j'avais peut-être un paradigme un peu plus objectif que d'autres professions où là, c'est purement 100% subjectif, ta performance ou la reconnaissance de ta performance. Donc là-dessus, je pense que j'ai été aidé d'avoir évolué dans ces milieux-là. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est dans ces milieux-là où on a plus de diversité intégrée que dans les autres. C'est sur ces milieux-là un peu techniques. J'ai une relation assez compliquée avec le racisme sur deux points. Le premier, mon père qui était très dur avec nous sur ce sujet-là et qui n'a jamais accepté qu'on se cache derrière la notion de racisme, pour lui-même et pour les autres. Il dit, tu fais ce qu'il y a à faire, mais le racisme, c'est pas une excuse. Donc on arrête ça. Et le deuxième, c'était toute cette population d'amis, toutes ces amis que j'ai eu et que j'ai encore du côté lyonnais, qui avaient pendant un moment pris comme bouc émissaire un peu le racisme de la part de la société, le racisme professionnel, tout ce qu'ils vivaient, leurs échecs, et qui baissaient les bras en disant de toute façon c'est pas la peine de jouer, ils sont tous racistes, donc moi je vais pas aller poser mon CV, je me débrouille autrement, je prendrai des aides ou n'importe quoi, mais je vais pas me battre. Et donc du coup, ça. Et je leur en voulais de ces excuses-là. À chaque fois que je revenais en vacances de Paris, je leur disais, mais non, c'est pas vrai, bouge-toi, reste pas dans cette zone, viens à Paris, va dans des villes où il y a du boulot, tu vas trouver du boulot, et ta couleur, elle comptera pas, et puis ton accent ne comptera pas, et les gens ne se bougeaient pas, restaient, pour plusieurs raisons, des fois un peu familiales, restaient proches de leurs parents, mais des fois un peu de protection, de pas vouloir confronter une autre réalité, non? Et donc à partir de là, je m'étais interdit, moi, pour ma propre carrière et pour ma propre évolution, d'utiliser le racisme comme une excuse. Par contre, j'avais encore ce racisme de l'âge. Nordine, t'es jeune quand même, et je le sentais même dans ma relation avec les clients. Et après, quand on est parti aux États-Unis, là, ça a été la liberté. Il y avait plus d'âge, il y avait plus de couleur, il y avait plus de religion, il y avait plus de sexe. Du moment que tu délivrais les résultats, tu pouvais avancer. Incroyable, là, ils n'ont pas de problème ni de couleur ni de religion, ils se sont tous intégrés, ils se mélangent tous. Il y avait pas de soucis apparents sur la diversité, c'était accepté. Côté carrière professionnelle, oui effectivement, donc
j'ai mis en place ce gros contrat pour Atos qui s'appelait Magro Oil Company à travers 27 pays, ça se passe très bien. Derrière, on me donne les opérations américaines. On fait une grosse acquisition, on intègre toute l'informatique de Xerox à l'époque. Et là, les États-Unis deviennent la plus grosse région mondiale d'Atos. Et donc là, je gère la plus grosse région d'Atos. Et là, en 2017, il y a un jeu de chaises un peu musical en interne, notamment mon chef qui devient DG adjoint de Thierry Breton. Et là, Eric et Thierry m'appellent pour rejoindre le comité exécutif de Thierry Breton. Et pour ça, ils me demandent de rentrer en Europe. Et c'est l'année où je suis rentré dans le comité exécutif de Monsieur Thierry Breton. Aujourd'hui, vous êtes tout en haut de l'ascenseur, Nourdine Biman. Je sais pas, parce que j'ai découvert qu'il y a un étage de plus. C'est que finalement, la vraie personne qui peut influencer du tout au tout une société, ça reste quand même le président du conseil d'administration. Vous êtes là pour exécuter la stratégie qui a été accordée avec le conseil d'administration. Donc pour en revenir, oui, c'est un poste très élevé. C'est un poste très élevé dans l'ascenseur, peut-être juste en dessous, mais pour moi, il reste encore cette étape d'après qui est... C'est ça, il y a encore des étages à franchir. Donc, affaire à suivre. Nourdine, monter dans l'ascenseur social, ça implique souvent de s'éloigner de sa famille et de connaître des épisodes d'ascenseur émotionnels. Est-ce que c'est votre cas ? Forcément, parce que des fois, c'est la perception, mais... je peux pas vous le cacher, mais même dans la famille, à un moment, j'étais perçu comme le français de la famille par mes frères. Vous avez plus le même vocabulaire. Bien sûr. Vos centres d'intérêt évoluent, mais pas parce que la culture française ou quoi que ce soit. C'est juste, vous évoluez en tant que personne, vous grandissez, vos centres d'intérêt évoluent. J'ai pas senti que c'était moi qui les trahissais. Je me suis plutôt dit qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment pour pas les perdre. Et donc ces fameux choix, on revient toujours à ces moments un peu décisifs qu'on a eus. J'ai décidé de partir à 16 ans, les laisser. Pourquoi je suis pas revenu travailler en région lyonnaise au lieu de travailler à Paris. Bienvenue dans l'ascenseur. Aujourd'hui, à 46 ans, comment vous reconnectez les différentes parties de vous-même ? Le petit Marocain né dans les montagnes de l'Atlas et le grand patron d'un groupe international. Je crois qu'il y a toujours un peu plus d'introspection nécessaire pour réconcilier toutes ces facettes. Non, c'est le cas depuis un moment. C'est le cas depuis un moment parce qu'il y a des événements dans la vie qui vous rappellent que tout ça est très éphémère, qu'on est juste de passage sur cette terre-là. Donc ça remet en perspective plein de choses, notamment côté professionnel. Bien que je vive avec Atos une saga Netflix pratiquement, il y a toujours des éléments extérieurs à la vie professionnelle qui permettent de remettre de la perspective et d'essayer de revenir sur ses valeurs de base. Est-ce que être issu d'un milieu modeste, connaître différentes cultures, divers milieux, ça vous donne des forces en tant que manager et en tant que leader ? Oui, carrément. Et alors il y a toujours une part de qu'est-ce qui se révèle de votre génome en fonction des situations un peu, toute cette partie épigénétique. Je dirais dans ma culture, de la diversité, surtout dans les sociétés comme Atos, qui sont globales, internationales, vous avez besoin de pouvoir avoir un leadership qui soit très inclusif et qui comprenne les nuances, qui soit capable d'écouter. Et je pense que quand on vient d'un background très divers, on apprend toutes ces subtilités en tout cas, on est un peu plus sensible à toutes ces subtilités culturelles. Et donc ça aide, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans des calls où vous avez des Indiens, des Chinois, des Américains, des Russes, et tout ça pour passer des messages. Si vous appréhendez pas correctement les différentes subtilités du langage corporel aussi,
ça vous allez louper une grosse partie du leadership. Donc ça, c'est un point important. L'autre partie de la diversité qui m'a aidé dans ma carrière, je pense que cette diversité sociale, le fait d'être venu de ce monde-là effectivement très modeste, ou même d'avoir vécu à la montagne, où on n'avait pas d'eau, pas d'électricité, on allait chercher l'eau à la source, d'eau de mulet. Ça vous permet de relativiser totalement le confort, la sphère matérialiste à n'importe quel moment. Je dis souvent à ma femme, et elle pourra vous le dire, tu vis des vacances. Et à un moment, on va revenir à la vie réelle, et la vie réelle, c'est sans tout ça. Et donc j'essaye, alors peut-être c'est cette histoire de culo intranquilo, comme disent les Espagnols, mais j'essaie de lui dire ne t'attache pas, ne nous attachons pas à tout ça, parce que demain, il va falloir peut-être qu'on vive d'une manière totalement simple, et c'est ok, et il n'y a pas de problème, et peut-être que la vie est même mieux dans ce monde-là, beaucoup plus simple. Donc ça permet de relativiser tout cet aspect matériel. Ça ne m'a pas empêché d'être exigeant sur l'aspect financier. Et donc, parce que quelque part, ce qui me motivait pour aller chercher plus de paye, plus d'argent, c'était cette capacité à redistribuer. Et donc là, on revient sur le lien familial, à pouvoir aider autour de moi, aider des assos, aider la famille, ici, au Maroc. Donc, j'avais cette notion de toute façon, il faut que tu ailles chercher plus d'argent, parce que le monde a besoin de toi. Ton monde a besoin de toi. Et ensuite, peut-être le côté banlieue. Qu'est-ce que m'a aidé le côté banlieue? C'est à maintenir un feu ardent. C'est un des conseils souvent que je donne quand j'ai des discussions de diversité de genre avec les filles, les femmes dans notre secteur. Il faut absolument que vous acceptiez des postes, même si vous n'avez pas toutes les capacités pour ces postes-là. Vous les apprendrez sur le tas. Et c'est quelque chose que les garçons, les hommes font de manière beaucoup plus naturelle. Ils ont aucun problème de basculer, prendre des postes à responsabilité, même s'ils n'ont pas tout. Alors que très souvent, on a des filles qui sont très compétentes, très intelligentes, mais parce qu'elles perçoivent qu'elles n'ont pas suffisamment de capacité pour le rôle, elles se mettent en retrait et donc du coup ne fassent pas. Donc ça, c'est quelque chose ce feu-là, ce feu un peu ardent, m'a permis de rester dans ce déséquilibre avant, qui m'a permis d'évoluer beaucoup plus rapidement. Nourdine, qu'est-ce qu'il faut changer collectivement pour améliorer l'ascenseur social en France ? Je pense que côté macro, il y a encore cette dimension à travailler sur casser un peu cet élitisme. Et on le voit, et je l'ai vécu dans ma carrière, mais finalement, on peut trouver des gens très bien équipés intellectuellement, mais très très pauvres émotionnellement ou socialement. Donc c'est deux formes d'intelligence qu'on développe en dehors de l'école, en tout cas qu'on développe à travers un background assez riche, sont nécessaires pour s'épanouir et même pour être, je dirais même au niveau de certains leaders anglo-saxons. Et là, là on voit un peu les travers de la formation à la française, la formation élitiste, c'est que on a quand même beaucoup de ces gens-là, issus de ces grandes écoles, que ce soit X, Min et autres, qui finalement ont des positions assez standards et devraient plutôt représenter ces futurs leaders dans lesquels on puisse s'entrevoir. Donc non, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Vous êtes président des entretiens de l'excellence. Quels sont vos conseils aux jeunes pour monter dans l'ascenseur social ? Le réseau est nécessaire, ça je l'ai dit, un réseau interne. Je l'ai pas suffisamment dit, mais ce que je conseille aux employés Atos, c'est d'avoir on appelle ça un executive committee ou un comité de direction, mais ayez un comité de direction pour votre carrière. Par exemple, mon meilleur ami faisait partie de ce pool de mentors. Il n'avait pas plus d'expérience que moi, mais il avait un point de vue différent sur la vie, sur certaines étapes, sur certaines sociétés. Donc, je pense qu'il faut absolument aller chercher la diversité de points de vue pour former une opinion beaucoup plus complète des prochaines étapes. Donc, avoir ces 4 ou 5 personnes, alors j'en avais en interne chez Atos et en externe. C'était important. Et après, peut-être le dernier conseil pour moi, c'est l'authenticité. Soyez authentique dans vos relations, soyez vrai, soyez fidèle à vos valeurs. Ce qui n'est pas évident. Très souvent, on vous emmène dans des espaces où il va falloir peut-être torsionner vos principes, torsionner vos valeurs, peut-être pour vous adapter à des mondes qui ne sont pas les vôtres. Ne cédez pas aussi facilement.
Apprenez le langage, apprenez le vocabulaire, mais ça ne veut pas dire que vous avez que ce langage-là. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment des conseils importants d'évoluer dans ces grosses corporations. Après, j'imagine qu'il y a d'autres conseils qui peuvent s'appliquer dans le monde beaucoup plus entrepreneurial. Voilà. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, selon vous, de monter dans l'ascenseur social pour les jeunes? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Tout le contraire, parce qu'il y a quand même une certaine... L'environnement a changé parce qu'on a beaucoup plus d'exemples de diversité qui ont réussi. Le sujet est beaucoup moins tabou qu'il y a 30 ans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ponts qui ont été créés. Je vois ce qui a été créé dans les grandes écoles, avec des accès, des positions, même si ça reste encore très marginal, mais certaines positions, le sujet est beaucoup plus sur la place publique, et beaucoup plus adressé. Donc je pense pas que ce soit plus compliqué. Je vais pas dire que c'est plus simple, parce qu'il y a d'autres problématiques qui sont arrivées avec les réseaux sociaux, avec le populisme qui est en train de monter. Donc je pense pas que c'est plus simple, mais je pense qu'il y a plus pour compenser cette complexité, il y a plus d'exemples et il y a plus de ponts qui ont été créés. Merci beaucoup Nourdine Bieman pour cet entretien. Merci à vous. Bienvenue dans l'ascenseur. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Milim pour Actuali. Montage Elisa Azogui-Burlac, mixage et musique Kevin O'Leary. Ce podcast est soutenu par L'Oréal University Leadership and Culture, qui forme au leadership inclusif, innovant et responsable. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.